Alors, il y a une bonne nouvelle. La personne du British Museum est arrivée à la gare du Nord, donc elle sera parmi nous dans une quinzaine de minutes. Et donc, alors, je vais faire un survol du cahier de tendance du coup, de manière à pouvoir donner la parole à Chris Michaels quand il va arriver. Donc c'est la troisième fois que l'on fait cet exercice. Alors le cahier de tendance en fait c'est l'entonnoir. On prend les 250 articles qui ont été publiés sur le site du CLIC en 2014 et on essaie de comprendre un peu s'il y a une logique dans toutes les innovations que l'on a pu présenter pendant l'année. L'année dernière, on va dire le mot-clé était le mot continuité de l'expérience, c'est-à-dire comment les nouveaux outils permettaient d'accompagner ou de donner du lien entre les trois temps de la visite. En 2014, le mot-clé a été visiteur. Alors ça ne va pas vous surprendre. Et la manière dont les outils numériques peuvent avoir un impact sur son comportement en matière d'implication, d'interaction et de personnalisation. Au-delà de l'impact sur le comportement du visiteur, on a vu également surgir de plus en plus, voire se substituer, la notion d'expérience à la notion de visite. Avec la tendance dans beaucoup de lieux culturels, de patrimoine en France et à l'étranger, de placer ou de replacer le visiteur au cœur de l'expérience, qu'elle soit réelle ou virtuelle, et avec une solution qui est apparue, mieux accueillir ce que j'ai appelé le visite acteur. Le visite acteur qui se contente plus de visiter un lieu culturel, que ce soit de manière physique ou de manière virtuelle, mais qui devient acteur de ce lieu culturel. Il devient acteur par la contribution, il devient acteur par la création, par le jeu, par la programmation et par le financement. Alors, je ne vais pas donner le détail, ce sera trop long, mais l'intégralité de la présentation sera mise en ligne avec en plus les liens vers tous les exemples. Donc, en gros, en 2014, on a vu une consolidation, voire une accélération du phénomène du crowdsourcing, tant en France qu'à l'étranger, avec un cas qui a été le cas un peu emblématique, où la Smithsonian Institution a créé un site spécifique, Transcription Center, qui a mobilisé à ce jour 4000 volontaires qui sont là pour documenter en fait les millions de ressources que la Smithsonian Institution déverse actuellement sur son site internet. Deuxième façon pour le visiteur d'être acteur, c'est le visiteur créateur, avec l'exemple du Columbus Museum of Art qui accroche la semaine prochaine 320 photos parmi 45 000 photos reçues de 90 pays et prises sur Instagram. Ou autre forme de création que j'ai bien aimée, c'est le concours de nouvelles autour de l'exposition Félix Vallotton, publié en e-book gratuit, qui était une belle initiative pour valoriser le travail de création des visiteurs. Autre initiative très intéressante en 2014, le Met qui crée des ateliers accueillant des enfants et qui crée des courts-métrages d'animation autour d'une œuvre majeure du musée. Et évidemment, ces vidéos sont mises en ligne sur le site et servent d'outils éducatifs ensuite. Le visiteur-joueur, ça s'est matérialisé par la gamification des contenus éditoriaux, et le développement des serious games. Je citerai notamment celui du CMN au Fabulis ou Sauvons le Louvre de France Télévisions Éducation et du Louvre. Et autre manière de mettre du jeu dans l'institution culturelle, c'est l'expérience que je citais à l'instant avec Steven, où le Victorian Albert a accueilli en résidence pendant 6 mois une développeuse de jeux vidéo qui a créé un jeu pour explorer une partie de la collection du V&A de manière ludique. Le visiteur programmateur ou le visiteur commissaire, ça va faire hurler certains collaborateurs de certains musées. Alors,
Je n'ai pas trouvé d'expérience en France, si ce n'est un projet au musée Jeanne Albret. Je ne sais pas si le projet a finalement vu le jour, qui était de confier en gros pas les clés, mais les manettes pour monter une exposition au public. Et aux États-Unis, cela s'est fait réellement dans 2 cas. Au Museum of Fine Arts de Boston, où le public a été commissaire de l'exposition, donc a choisi les œuvres exposées dans le cadre d'une exposition impressionnisme. Et l'exemple le plus abouti, c'est le Fry Art Museum, qui a proposé 232 peintures de sa collection et a demandé aux internautes de faire leur choix pour finalement en sélectionner 50 qui ont été sélectionnés par 5000 personnes qui ont réalisé 17 000 votes. La logique a été poussée plus loin puisque sur les cartels, à côté des œuvres qui ont été choisies, on mettait également des commentaires, extraits des commentaires postés par ceux qui avaient été commissaires. Et le public était également appelé à faire des commentaires audio qui ont été intégrés dans l'audioguide officiel de l'exposition. Le visiteur financeur, alors pour financer une exposition, pour financer le site web d'une exposition, plus classique pour rénover un lieu ou rénover une œuvre, avec évidemment le grand succès de l'atelier de Courbet à Orsec qui a récolté sur Ulule 155 000 €, soit un quart, je crois, du budget nécessaire pour la rénovation, avec en plus le principe inédit de rénover l'œuvre devant le public, dans la salle. Donc le public est financeur et le public assiste à la rénovation de l'œuvre. Et en matière de mécénat, moi j'ai aimé deux projets en 2014. Le billet suspendu du musée Jeanne Albret, où un visiteur pouvait acheter un second ticket à tarif réduit, offert ultérieurement à un curieux sans le sou, comme écrit le musée. Et deuxième initiative en matière de mécénat, c'est le microdon, qui s'est développé l'année dernière, enfin en 2013 en Angleterre, et qui commence donc à arriver en France, avec le cas de l'exposition Saint-Louis, où lorsque vous achetiez un ticket d'entrée pour l'exposition, on vous proposait également de rajouter 1 € pour participer à la rénovation du lieu que vous alliez visiter. Et dernier exemple un peu emblématique, c'est ce qu'a fait Dallas, le muséum de Dallas. Je vous disais, la tendance en 2014, c'était de replacer le visiteur au cœur. Et alors là, on est allé très loin, puisque, je vous l'avais déjà expliqué l'année dernière, le musée de Dallas avait reçu une grosse subvention, enfin un gros don de 9 millions de $, qui l'obligeait à rendre ses collections gratuites et à mettre toutes ses collections l'accès aux collections gratuites dans les salles et toutes ces collections disponibles en ligne. Et donc, en 2014, le Dallas a mis en œuvre ces projets. Résultat, août 2014, accès en ligne intégral et gratuit de la collection du musée. En juin 2014, plus de 70 000 membres à son programme de fidélité gratuit. Et en septembre 2014, vu le succès de ce programme de fidélité, extension de ce programme de fidélisation à 5 autres musées, dont Minneapolis et Los Angeles. Et pour terminer, 4 innovations technologiques qui pourraient favoriser les activités de ce visite-acteur. Innovation que vous allez pouvoir tester tout à l'heure. Les robots. On avait commencé en 2007 au Château de Versailles, qui avait été le premier lieu culturel à mettre un robot dans ses salles. Ça s'est amplifié en 2014 avec le Château de Voiron, avec le Grand Palais ou la Cité des Sciences pendant la Nuit des Musées, avec un château en Italie, avec la Tate qui a proposé de visiter la Tate la nuit à distance via un robot. Et c'est également utilisé maintenant en médiation in situ. Le British Museum l'a fait, le Japan Museum des sciences émergentes également. Deuxième technologie qui devrait avoir un impact dans les années qui viennent dans les musées, l'impression 3D, qui a été utilisée en 2014 comme objet d'exposition. Donc lorsque le ZKM a exposé une oreille coupée de Van Gogh, enfin l'oreille coupée de Van Gogh, digitalisée et imprimée en 3D, une exposition qui a eu lieu en Allemagne et partie à New York. L'impression 3D qui a été objet d'éducation lorsque le Muséum Histoire Naturelle a fait un summer camp et a proposé aux jeunes qui participaient à ce summer camp de reconstituer un dinosaure à partir de pièces de ce dinosaure qui avait été imprimé en 3D. C'était une sorte entre le jeu de piste, le Cluedo et le mécano.
et qui a tellement bien fonctionné que l'opération va être renouvelée. Et l'impression 3D qui peut être un objet de communication, je pense à la Cité de l'Architecture, lorsque a été lancé son appel pour financer la restauration d'une maquette du Mont-Saint-Michel, a offert en contrepartie des donations les plus importantes une maquette 3D, enfin une impression 3D de la maquette. La géolocalisation indoor Bluetooth Low Energy, qui est, je pense, une autre technologie qui va révolutionner la vie des musées. Vous avez une liste non exhaustive des musées qui sont en train de le déployer. Vous aurez également une démonstration pendant le déjeuner et un signe qui ne trompe pas, The Met et le Smithsonian qui sont en train de commencer le déploiement de cette technologie Bluetooth Low Energy. Dernière innovation technologique, les outils d'immersion. Donc là, j'entends les lunettes ou les espaces qui deviennent des outils de création artistique. L'exemple de la galerie Phébus à Aix qui a fait une expo augmentée avec l'Oculus Rift, qui peuvent être des outils de médiation. L'exemple de la salle immersive du musée Louvre-Lens, qui propose des activités d'immersion en relation avec l'exposition du moment, par exemple sur les pharaons et les animaux. Lima, où on peut visiter un atelier d'artistes lié à l'exposition Maroc, et vous pourrez essayer les lunettes de Lima avec Yanis. Et dernier exemple d'immersion. Alors c'est le coup de cœur du CLIC en 2014. La première année, notre coup de cœur, ça avait été le Rich Museum. La seconde année, le Cleveland. Et cette année, donc, c'est le Museum Victoria Australia. Qui va lancer, alors qui a développé en 2014, mais qui va lancer en 2015, l'objet que vous voyez en bas de l'écran, qui est cette sphère d'immersion, alors qui est au sein du musée, qui va occuper une des salles du musée, dont l'objectif est très simple, montrer et donner la possibilité d'explorer les 80 000 objets de la collection, alors qu'il n'y en a que 800 qui sont en permanence montrés dans les galeries du musée. Et je vous propose de regarder un petit reportage de la conceptrice de ce projet, Sarah Kenderdine, qui présente le projet. Et donc le projet sera lancé en 2015 et deviendra peut-être ensuite une exposition itinérante mondiale.